Si tu ne détestes pas déjà ton travail actuel, il y a de fortes chances que tu aies déjà occupé un emploi dont tu avais hâte de voir la fin. Un emploi vraiment minable peut te donner l'impression que tes rêves sont brutalement écrasés jour après jour. Mais crois-moi, je te dis que ça pourrait vraiment être pire. Mais pire à quel point? Voici quelques-uns des emplois les plus horriblement ennuyeux, dégoûtants et carrément bizarres dont tu seras heureux qu'ils n'existent plus. Opérateur ou opératrice de grue à roues dentées. Le travail d'un grutier n'est pas facile. Mais dans les siècles passés, il était carrément terrifiant. L'ancêtre de la grue moderne, connue sous le nom de grue à roues dentées, peut ressembler à une roue de hamster géante à première vue. Mais elle utilisait une force humaine pour aider à construire certains des bâtiments les plus impressionnants de la Rome antique et de l'Europe médiévale. Après avoir été développée par les Romains, toujours innovateurs, sur sa première utilisation, elle a été enregistrée en 230 avant Jésus-Christ. Et sa conception a résidé à l'épreuve du temps jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne? La roue elle-même avait un diamètre de 4 à 5 mètres, de sorte qu'une ou plusieurs personnes, généralement des esclaves, pouvaient actionner la machine simplement en marchant à l'intérieur, attachée à une poulie. Le câble de la grue tournait sur un axe lorsque la roue se déplaçait pour soulever la charge. Si la charge devait être redescendue, il suffisait de déplacer la roue dans la direction opposée. Ça semble assez simple, mais il est indéniable que l'utilisation de l'un de ces engins constituait l'un des pires emplois de l'histoire. Il va sans dire que les normes de santé et de sécurité n'étaient pas tout à fait à la hauteur au Moyen-Âge. Les grues étaient construites par essai et erreur, ce qui signifie qu'elles étaient plutôt branlantes et susceptibles de s'effondrer et de tuer ceux qui les utilisaient. Le freinage à l'intérieur de l'engin posait également problème, car il dépendait de la force de la personne à l'intérieur qui devait être capable d'empêcher la roue de tourner le plus rapidement possible. Pour aggraver les choses, le travail était souvent confié à des personnes aveugles parce qu'elles n'auraient pas été terrifiées de la vue d'une chute abrupte en dessous dès lorsqu'elles travaillaient à des grandes hauteurs. Alors la prochaine fois que tu passes une mauvaise journée au travail, dis-toi « Hey, je pourrais être en train de courir à l'intérieur d'une roue de hamster humaine mal construite au sommet d'un immeuble. » Prenons un moment pour apprécier à quel point la situation aurait pu être mauvaise. Si Truc de Fou avait existé il y a des siècles, j'aurais peut-être livré du contenu génial directement à ta porte par pigeon voyageur. Heureusement, il existe un moyen beaucoup plus efficace de recevoir ta dose et c'est d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner, et de chatouiller cette petite icône de cloche pour ne jamais rien manquer. Jetons maintenant un coup d'œil à d'autres métiers terribles que nos ancêtres ont endurés. Mangeur de péché. Si tu t'es déjà demandé à quel point ce serait génial d'être considéré comme un martyr, alors j'ai peut-être le travail qu'il te faut. Le mangeur de péché du village. Les avantages de ce travail sont un salaire dérisoire, le rejet social et, la damnation éternelle. Ça te dit encore quelque chose? Pour faire simple, le mangeur de péché du village était un guérisseur spirituel qui opérait en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles entre les années 1600 et le début des années 1900. Cela n'a peut-être pas l'air bien méchant, mais le rituel auquel se livrait le mangeur de péché était particulièrement morbide. Il devait absorber les péchés d'une personne mourante. Comment ça se passait exactement? Eh bien, un morceau de pain imbibé de péché était passé sur la poitrine de la personne en question, puis mangé par le mangeur de péché. En général, cette cérémonie se déroulait sous les yeux de la famille, qui priait et buvait un flacon d'ale pendant qu'il vaquait à ses occupations. La logique derrière tout ça était que le pain absorberait tous les péchés qu'une personne avait commis au cours de sa vie, lui permettant ainsi d'avoir plus de chances d'entrer au paradis. Mais en avalant le pain, le mangeur de péché ne se contentait pas d'absoudre la personne de ses péchés. Il les absorbait littéralement. Cela signifiait qu'il devenait de plus en plus maudit à chaque fois qu'il prenait un bout de pain. Le fait d'être progressivement alourdi par les péchés des autres ne vous rend pas non plus très agréable à fréquenter. Et il est donc logique que les mangeurs de péché soient également des parias sociaux, qui étaient détestés et craints par les autres. Comme si tout cela ne suffisait pas, les mangeurs de péché échangeaient leur propre tourment éternel contre une somme d'argent ridiculeusement petite. Environ un demi-shilling par absorption, ce qui équivaudrait à quelques euros selon les normes d'aujourd'hui. Au moins, t'étais nourri gratuitement pendant ton travail. Attrape-rat. Les rats ne sont pas les animaux les plus populaires qui soient, mais cette vermine était si répandue dans le Londres victorien qu'une profession entière existait juste pour essayer de la contrôler. À cette époque, les conditions sanitaires étaient plutôt désastreuses. La saleté et les maladies étaient monnaie courante, et la ville a été frappée par plusieurs épidémies de choléra. Cette situation était encore aggravée par les rats qui pouvaient propager ces maladies dans les égouts de Londres et dans les usines et maisons. C'est pourquoi la capture de rats est devenue une activité en plein essor. Les attrapeurs de rats n'utilisaient pas d'appareils sophistiqués. En fait, ils attrapaient les rongeurs avec leurs mains.
Pour attirer la vermine, les attrapeurs de rats se frottaient les mains d'un mélange d'huile odorante, généralement de l'anis et du thym, avant de fouiller dans les bottes de foin. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des rats n'appréciaient pas d'être manipulés et mordaient souvent leurs ravisseurs, infectant ainsi de nombreux attrapeurs de rats. En général, les attrapeurs de rongeurs qui ont le sens des affaires ne se débarrassent pas de leurs primes immédiatement après les avoir attrapés. En fait, les rongeurs étaient des articles très vendables à l'époque. Une fois capturés, les rats étaient souvent gardés en vie et vendus à des débitants de boissons qui les faisaient se battre avec des chiens pour se divertir dans des fosses à rats. D'une certaine manière, opposer un petit rongeur à un rottweiler en colère ne me semble pas vraiment être le combat le plus juste. Un célèbre attrapeur de rats, nommé Jack Black, a travaillé comme attrapeur de rats personnel de la reine Victoria et a attrapé toutes sortes de rats, y compris des rats de couleur inhabituelle. Il les élevait ensuite et les vendait à des femmes de la haute société qui les gardaient comme animaux de compagnie dans des cages à écureuils. Si un attrapeur de rats devait se débarrasser de ses prises, c'était souvent une affaire publique. Il se présentait sur les marchés locaux pour vendre des poisons faits maison et prouver l'efficacité de leurs poisons en sortant un rat de sa cage et en le tuant devant la foule. En général, ce soi-disant poison spécial n'était que du bon vieil arsenic mélangé à des choses comme du fromage grillé, du bacon ou du foie frit. Il faut quand même respecter l'acharnement. C'est quoi le pire emploi que t'as eu jusqu'à présent? Qu'il ait obtenu un score élevé sur l'échelle de la grossièreté, qu'il ait provoqué une dépendance au café due au stress, ou qu'il ait été tout simplement d'un ennui mortel, je veux en entendre parler. Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas que ça s'améliore, j'aimerais pouvoir en dire autant des prochains emplois de cette liste. Le marié du tabouret. Dans l'Angleterre médiévale, les serviteurs assistaient les monarques pour pratiquement tout. Et je dis bien tout. Sous le règne de Henri VIII, un rôle particulièrement étrange a été inventé pour surveiller et assister le roi à chaque fois que l'occasion se présentait de passer un peu de temps de qualité sur le trône de porcelaine. Ces précieux serviteurs étaient connus sous le nom de palefreniers du tabouret et se rendaient disponibles à chaque fois que la nature l'exigeait. Étonnamment, le mot tabouret ne signifie pas exactement ce à quoi tu pourrais t'attendre dans ce contexte. Il s'agit plutôt d'une référence à une chaise d'aisance portative que l'on transportait en permanence avec tout ce dont le roi pouvait avoir besoin pour faire ses besoins, comme de l'eau, des serviettes et une cuvette. Grâce aux fonctions du fidèle valet du tabouret, à chaque fois que le roi ou la reine ressentait le besoin urgent de partir, ils disposaient de tous les équipements dont ils avaient besoin, quel que soit le moment ou le lieu. Bien que ce travail puisse sembler totalement humiliant, sans parler du fait qu'il manque d'un maximum de points pour la grossièreté, il s'agit en fait d'un poste très convoité, qui était généralement occupé par les fils de nobles. Tu vois, le valet du tabouret passait tellement de temps avec le roi qu'il était au courant des confessions des monarques les plus vulnérables. Par conséquent, le valet du tabouret était souvent récompensé par des terres et des titres, entre autres privilèges. Le serviteur personnel d'Henri VIII, Hugh Dennis, est même devenu un conseiller de confiance en matière de politique fiscale. Bien évidemment, ce rôle présentait des inconvénients évidents. Dans la grande tradition du roi divin qui plaçait les rois au niveau des dieux, on a considéré pendant des siècles qu'il n'était pas convenable que le roi s'essuie lui-même le derrière. Bien qu'il n'y ait pas de documents historiques spécifiques suggérant que le valet du tabouret nettoyait personnellement le postérieur des rois, cela n'est certainement pas hors de portée. En fait, nous pouvons être sûrs qu'ils ont au moins aidé le monarque à se déshabiller. Au fil du temps, le métier a lentement commencé à s'éloigner de son rôle traditionnel jusqu'à ce que le roi Édouard VII le supprime complètement en 1901. Et soyons-en tous reconnaissants. Épousseteur de poils d'aisselle. Grâce à l'évolution constante des normes de beauté, l'industrie du toilettage a toujours été très demandée. Dans la Rome antique, les coiffeurs, également connus sous le nom d'ornatrix, étaient perpétuellement occupés par les femmes qui s'occupaient de leur coiffure, qui en venaient à ressembler à des grandes tours constellées de bijoux. L'ornatrix était une précieuse servante qui prenait grand soin de son travail. Parfois, elle était chargée d'enlever les poils superflus, y compris les sourcils, et allait même jusqu'à arracher les cheveux gris de sa maîtresse un par un. Mais les femmes de la Rome antique n'étaient pas les seules à se faire épiler minutieusement. Dans l'une de ses lettres, Sénèque le Jeune, philosophe stoïcien et précepteur de l'empereur Néron, suggère que de ne pas s'épiler les aisselles. C'est faire preuve d'une négligence déraisonnable en matière de soins personnels. Cela peut sembler un peu extrême pour toi et moi, mais quand on sait à quel point il fait chaud à Rome en été, les bas romains ne peuvent pas faire grand-chose pour dissimuler la puanteur accablante des aisselles en sueur. Mais un homme romain devait aussi faire attention à ne pas en faire trop en matière de toilette. En fait, Sénèque critiquait vivement les hommes qui s'épilaient les jambes en laissant entendre qu'un tel acte était vain et efféminé. Par exemple, Jules César a été mal vu lorsqu'on a appris qu'en plus de sa routine de toilettage méticuleuse, il se faisait épiler les poils de tout son corps.
Alors que les hommes avaient certainement plus de flexibilité en matière d'épilation, l'épilation des aisselles était définitivement favorisée et même encouragée. On rapporte même que Sénèque se plaignait des cris des baignères qui se faisaient arracher les poils sous les aisselles par des épileurs d'aisselles. Après voilà, on dit qu'il faut souffrir pour être beau, non? Tochère. Nous en savons beaucoup sur certains des emplois subalternes exercés dans le Londres victorien grâce au journaliste Henry Mayhew, qui a rédigé une énorme encyclopédie intitulée London Labour and the London Poor, le travail et les pauvres de Londres, qui documente ses voyages à travers de nombreux bidonvilles de la capitale. La grande majorité des Londoniens de l'époque victorienne avaient été poussés vers ces bidonvilles nauséabonds en raison d'une combinaison de bas salaires de logements épouvantables, d'une population en forte croissance et de soins de santé misérables, ce qui avait entraîné un clivage important entre les classes de la ville. Au cours de ces excursions, Mayhew a rencontré de nombreux charognards qui fouillaient les rues, les égouts et les berges de la ville à la recherche de bricoles qu'ils pouvaient revendre. Parmi eux, il y avait une profession qui suscitait plus de fascination et de dégoût que toutes les autres, les tochères. Ces hommes gagnaient leur vie en forçant l'entrée des égouts londoniens à marée basse en y pataugeant, parfois sur des kilomètres pour collecter des déchets divers rejetés par des rues situées au-dessus. Ils utilisaient les filets de pêche pour trouver des morceaux de métal, des fragments de cordes découverts en argent et, s'ils avaient de la chance, de vieilles pièces de monnaie qui avaient été emportées par les caniveaux. Les tochères gagnaient étonnamment bien leur vie. Selon les informateurs de Mayhew, ils gagnaient environ 6 shillings par jour, ce qui les plaçait parmi les meilleurs salaires de la classe ouvrière londonienne à l'époque victorienne. Mais le travail n'était pas facile. Tout d'abord, on peut supposer qu'ils ont également rencontré des choses bien plus désagréables au cours de leur recherche. De plus, la puanteur écrasante devenait presque insupportable et la morsure d'un rat d'égout pouvait être fatale. De plus, après 1840, il est devenu illégal de pénétrer dans le réseau d'égouts sans autorisation expresse et une récompense était offerte à quiconque informait sur de telles activités. De sorte que le travail d'un tochère devenait encore plus dangereux car il était souvent effectué la nuit à la lueur d'une lanterne. On dirait la pire chasse au trésor de tous les temps. Match Girl. La fabrication d'allumettes peut sembler être un travail assez simple, mais les conséquences du travail autour des matériaux nécessaires à leur fabrication en ont fait un travail absolument terrible. Pendant la révolution industrielle britannique, les allumettes étaient fabriquées dans des usines par des jeunes femmes et des filles âgées de 4 à 16 ans, celles que l'on appelait les filles aux allumettes. Travaillaient 12 à 16 heures par jour dans des conditions épouvantables pour un salaire dérisoire. Mais c'était loin d'être le pire aspect de ce travail. Le processus consistait à plonger à plusieurs reprises les allumettes en bois dans une solution de phosphore dans une usine mal ventilée. D'une certaine manière, le phosphore est un élément essentiel à la vie. Lorsqu'il est combiné à de l'oxygène pour former des phosphates, il assure la cohésion de notre ADN, la solidité de nos os et les réactions chimiques fondamentales au sein de nos cellules. Mais une trop grande exposition au phosphore peut être mortelle. Il existait même un nom pour ses conséquences, la Phosphijot. En termes simples, la Phosphijot est une affection physique qui entraîne le pourrissement de l'os de la mâchoire. Pire encore, la maladie était connue pour se propager au cerveau et s'avérait certainement fatale à moins que la mâchoire ne soit retirée. Et même dans ce cas, la survie n'était pas garantie. Même ceux qui avaient la chance de survivre à la maladie étaient défigurés de façon permanente. Outre le sort effroyable réservé à ceux qui souffraient de la Phosphijot, le travail avec le phosphore blanc avait des effets secondaires vraiment bizarres. Les travailleurs vomissaient souvent des vomissures fluorescentes et avaient une haleine bleuâtre. Le tollé suscité par les dangers de ce travail a incité 1400 femmes et jeunes filles à se mettre en grève, ce qui a entraîné des réformes indispensables en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Bien que les premiers cas de Phosphijot aient été signalés dans les années 1850, le phosphore blanc a continué à être utilisé jusqu'au début du XXe siècle. En 1910, la Grande-Bretagne a finalement interdit l'utilisation du phosphore blanc et l'a remplacé par le phosphore rouge, beaucoup plus sûr que tu peux encore trouver aujourd'hui sur le côté des boîtes d'allumettes. Le nain de cour. À un moment donné de l'histoire, les nains n'étaient rien d'autre que des parias sociaux. En fait, les nains de la vraie vie ne sont apparus que dans l'histoire que lorsqu'ils ont commencé à être employés comme nains de cour. Le nain de cour remplissait un rôle similaire à celui du bouffon. Son travail principal consistait à divertir la cour royale. On peut supposer que la plupart des divertissements consistaient à jouer de sa petite taille pour obtenir un effet comique, car toute personne un tant soit peu différente était considérée comme un spectacle à l'époque. Cette pratique remonte en fait à l'Égypte et à la Rome antique, lorsque les nains étaient échangés comme des marchandises de valeur et offerts en cadeau, ce qui bien sûr pose toutes sortes de problèmes.
La coutume s'est ensuite répandue dans l'Europe médiévale, où le rôle du nain de cour était une position dégradante mais socialement utile, un peu comme le valet de tabouret. L'épouse de Charles Ier, la reine Henriette Marie, aimait particulièrement les nains de cour. Son premier compagnon miniature fut Geoffrey Hudson, un jeune boucher qui atteignait une taille maximale de 1,14 m et participa à la guerre civile anglaise. Outre sa valeur divertissante, le nain de cour avait une fonction importante. Il était souvent placé à côté du roi ou de la reine pour les faire paraître plus grands, notamment lors des apparitions publiques et des cérémonies. Tu ne parles d'une pêche au chat médiévale à l'ancienne. Collecteur de vomi. S'il y a bien une chose pour laquelle les Romains sont connus, outre leur remarquable prouesse d'ingénierie, c'est pour leurs festins. Tout le monde sait à quel point les banquets romains pouvaient être extravagants et décadents. Il y avait plusieurs plats, des tonnes de vin à consommer et le festin durait souvent toute la nuit. Mais comment ces Romains gourmands pouvaient-ils manger si longtemps sans être rassasiés? Selon une théorie, les Romains de l'Antiquité disposaient de salles réservées à la régurgitation de la nourriture. Heureusement, ce n'est qu'un mythe. Mais il n'est pas très loin de la vérité, tout aussi peu effrayante. En fait, il était courant de vomir pour pouvoir consommer davantage lors du festin. Nous savons que c'est vrai parce que le philosophe Sénèque a dit un jour des Romains « Ils vomissent pour pouvoir manger et pour pouvoir continuer à vomir ». Selon un sceptique académique nommé Cicéron, Jules César a même échappé à une tentative d'assassinat parce qu'il avait envie de vomir après le dîner. Au lieu de se rendre aux latrines, des toilettes primitives, où l'attendait son assassin, il a décidé de vomir dans sa chambre à coucher et a ainsi évité de justesse d'être éliminé dans des circonstances particulièrement humiliantes. Mais la plupart des Romains ne prenaient même pas la peine de quitter la table pour vomir. Parfois, ils avaient des bols spéciaux qui traînaient à cet effet, mais d'autres fois, ils se contentaient de se pencher à table et de vomir sur le sol. Bien sûr, ils n'avaient pas l'intention de nettoyer eux-mêmes. C'était le travail du ramasseur de vomi. Ces malheureux esclaves se mettaient à quatre pattes sous la table à manger pour éponger le désordre, ou, s'ils avaient de la chance, pouvaient aussi récupérer le vomi dans des seaux. Pour ne rien arranger, les esclaves n'avaient généralement pas le droit de quitter la pièce sans la permission de leur maître, et il était donc totalement hors de question de prendre un peu l'air pour s'empêcher de vomir à leur tour. Pure Finder. Si tu pensais que le valet du tabouret avait un travail merdique, attends d'entendre parler de la vie du Pure Finder. Ces âmes malheureuses pouvaient souvent être trouvées en train de suivre les gens qui promenaient leurs chiens. Parce que le pur qu'ils cherchaient était en fait une crotte de chien. Qui, dans son esprit, voudrait payer pour ça? Eh bien, le cuir est devenu très populaire à la fin des années 1800. Et tu serais peut-être surpris d'apprendre que la crotte de chien était utilisée comme une sorte d'adoucissant. En fait, son effet nettoyant est la raison pour laquelle on l'appelait ironiquement pur. Lorsque le métier a été créé dans les années 1830, il n'y avait pas beaucoup de ramasseurs de crottes de chiens qui travaillaient dans les rues, et l'absence de concurrence permettait de gagner assez bien sa vie en ramassant des crottes de chiens. Mais à la fin des années 1800, de plus en plus de gens se sont lancés dans cette carrière particulièrement malodorante, ce qui a fait baisser les prix payés pour le produit. À cette époque, il n'y avait plus qu'une trentaine de tanneries en activité à Londres et beaucoup trop de gens se sont lancés dans les recherches pures pour que cette activité soit aussi lucrative qu'elle l'était auparavant. Finalement, l'offre de découvreurs de crottes a dépassé la demande de crottes, car de nouvelles solutions pour assouplir le cuir sont apparues et le travail est donc devenu obsolète. Donc, si tu vois quelqu'un ramasser furtivement des crottes de chien fraîchement déposées de nos jours, il y a de fortes chances qu'il fasse sa part pour l'environnement ou qu'il ait des passe-temps vraiment étranges. Fouleur de laine. Bien avant l'existence de l'assouplissant, il existait une façon beaucoup plus particulière de rendre le tissu plus agréable au toucher. Après avoir fabriqué un vêtement en laine, cardé, filé et tissé, tu n'avais pas encore terminé. Il fallait encore le fouler. C'est à ce moment-là qu'intervenait ce qu'on appelle le fouleur de laine. Le tissu qui résultait des processus habituels était grossier. Il avait des mailles larges qui s'effilochaient facilement. Pour blanchir, nettoyer et assouplir le tissu, il faut de l'ammonium. Comme on pouvait s'y attendre, cet ingrédient n'était pas particulièrement abondant dans l'Europe ancienne. Mais il y avait une autre source qui fonctionnait tout aussi bien, l'urine rassie. Le travail d'un fouleur consistait à placer des morceaux de laine fraîche tissés dans un bac, à y verser de l'urine rassie, puis à les piétiner avec ses pieds pendant des heures. Les sels d'ammonium que l'on trouve dans l'urine permettaient d'assouplir et de nettoyer le tissu, tout en éclaircissant les vêtements blancs. L'urine était même taxée par les Romains en raison de la fréquence à laquelle elle était utilisée dans le foulage. Le métier de fouleur de laine était particulièrement important dans l'Angleterre médiévale, car la laine était devenue le commerce incroyablement lucratif.
Les Anglais ne fabriquaient pas eux-mêmes les vêtements en laine, mais ils les exportaient vers d'autres pays où la demande de laine anglaise était très forte. Comme si le travail n'était pas déjà assez peu ragoûtant, l'urine utilisée provenait souvent de plusieurs personnes, car le processus nécessitait de nombreux litres. Écoute, je suis désolé de te l'annoncer, mais si ton nom de famille est Fuller, tes ancêtres ont probablement gagné leur vie en marchant dans des seaux d'urine d'étrangers. Le gong farmer. Si tu veux entendre parler d'un travail qui pue vraiment, ne cherche pas plus loin que le farmer gong. Jusqu'au développement de la plomberie moderne, le fermier gong remplissait un rôle important au sein des communautés en Angleterre des Tudors. Pour te donner un indice, le mot gong vient du vieil anglais gang qui signifie aller. De nombreuses villes avaient installé des toilettes publiques, mais à l'époque des Tudors, l'eau courante et les systèmes d'égout avaient été négligés depuis l'époque romaine. Comme les déchets ne pouvaient pas être évacués, les toilettes étaient équipées de grandes fosses d'aisance où ils s'accumulaient. Ce n'était qu'une question de temps avant que la fosse d'aisance ne soit remplie. Et quand cela arrivait, il fallait appeler le fermier du gong. Tu vois, le fermier du gong était la pauvre âme qui devait s'occuper du nettoyage de latrines, des toilettes extérieures et des fosses d'aisance. Ils enlevaient le contenu à la pelle et transportaient ce que l'on appelait la terre de nuit en dehors des limites de la ville ou du village dans des décharges officielles pour qu'elle soit éliminée. Des cultivateurs de gong n'étaient autorisés à travailler qu'entre 21h et 5h du matin, afin que la vue et l'odeur des wagons remplis d'excréments humains ne soient pas remarquées par le public. En plus des horaires de travail décalés, les gong farmers enduraient un travail éreintant et étaient exilés pour vivre à la périphérie des villes. Pire encore, certains mouraient même d'asphyxie après avoir enduré la puanteur trop longtemps. Heureusement, le métier des fermiers de gong a lentement commencé à disparaître au cours du 19e siècle grâce à de meilleurs procédés d'assainissement et à la construction de réseaux d'égouts souterrains. Sans oublier l'invention révolutionnaire des premières toilettes ou water closets. Soyons tous reconnaissants pour la plomberie moderne. Lequel de ces terribles métiers aimerais-tu le moins exercer ? Si tu penses que ces métiers sont mauvais, tu devrais absolument regarder cette vidéo sur l'histoire terrifiante des filles au radium. Et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.